Radio J, le 4 quarts politique de la semaine, Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Numéro spécial cette semaine consacré au ravage du wokisme avec Nathalie Hennig qui vient de publier un livre pamphlet intitulé « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» point d'interrogation, publié aux éditions Albin Michel. Nathalie Hennig, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Je vous présente, vous êtes sociologue au CNRS et vous avez de nombreux ouvrages à votre actif, des ouvrages de recherche. Je suis heureux de faire votre connaissance et de parler de ce livre qui est une contribution très sérieuse à la compréhension du mouvement woke. Alors, votre livre s'ouvre sur la date du 17 février 2023. Ce jour-là, le Daily Telegraph révélait que Puffin Book, éditeur de l'auteur britannique Roald Dahl, a pris l'initiative de rééditer ses livres en supprimant les expressions qui pourraient paraître offensantes, blanc, gros, père, mère. Pour vous, cette date, c'est un marqueur, c'est le début des ravages du wokisme ? Malheureusement, non, c'est pas du tout le début. Mais ça a été un moment où en France, ça a pris une proportion tellement énorme qu'on a commencé vraiment à trouver que ça allait très loin. Mais ça existe déjà depuis très longtemps, depuis au moins une dizaine d'années aux États-Unis et dans les pays anglophones. Et c'est arrivé en France il y a peut-être, disons, 2-3 ans. C'est difficile à dater parce que c'est évidemment un mouvement progressif. Mais disons que cette affaire Roald Dahl a ouvert les yeux de beaucoup de gens qui n'étaient pas conscients du phénomène parce qu'on en a beaucoup parlé dans les journaux en raison du caractère assez incongru de cette volonté de réécriture et de censure, en fait, d'un auteur en plus de livres pour enfants qui se voit modifié. Donc, il est mort, donc c'est après sa mort, donc avec l'autorisation des ayants droit, dont les livres se voient modifiés de façon à répondre aux nouveaux diktats, on pourrait dire, de cette mentalité qu'on appelle woke. On va revenir pour définir de quoi il s'agit, et qui consiste à surtout ne pas risquer de blesser des membres de minorités considérées comme discriminées, que ce soit les gens de couleur, les obèses, les homosexuels, etc. D'où l'évitement de mots comme blanc, comme gros, ou comme père et mère, par exemple. Voilà. Comment vous définiriez le wokisme ? Chacun sait maintenant que ça vient de woke, to wake up, s'éveiller, être éveillé. Et c'est ça le sens profond. Oui, alors c'est au départ, donc ceux qui se sont réclamés de ce courant aux États-Unis ont utilisé ce terme de woke, d'être éveillé aux discriminations, qui reprend en fait le vocabulaire des théologies de l'éveil protestant du XVIIIe et du XIXe siècle, où il s'agissait de s'éveiller à la vraie foi. Là, c'est donc s'éveiller aux discriminations. Et cette question qui avait déjà été mise sur le tapis à l'occasion des luttes d'émancipation des Noirs est revenue sur le devant de la scène suite au mouvement Black Lives Matter, où là on a vu une montée en puissance de cette volonté, de cette imposition, si on peut dire, d'une obligation de s'éveiller, de prendre conscience des discriminations, avec cette caractéristique paradoxale qu'au départ on peut dire que c'est un courant tout à fait légitime, puisque il est, me semble-t-il, légitime et normal de ne pas accepter qu'il y ait des injustices, des discriminations, et de lutter contre ça. Ça fait partie, disons, de quelque chose qui est même plus seulement la mentalité progressiste, qui est, disons, très largement partagée dans la société. Vous dites d'ailleurs, et on reviendra sur la formule qui figure en couverture de votre livre, vous dites que ce sont de bonnes intentions, mais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, puisque les méthodes pour
pour faire triompher cet éveil aux discriminations sont, elles, extrêmement problématiques. Alors, on a dit un mot en ouverture de ce livre de Roald Dahl, revisité par ce qu'il faut bien appeler une censure, et vous expliquez qu'en France, l'éditeur français de Roald Dahl a refusé de se conformer à ces règles. Et vous ajoutez que la France résiste encore sans qu'on sache combien de temps ça va tenir. Oui, quand même. Alors, est-ce qu'elle résiste vraiment? Comme un fameux village gaulois, hein, on est les derniers résistants au phénomène. Donc Gallimard a refusé de se plier à cette injonction de réécriture dans la traduction française, et donc a maintenu la version originelle, alors que donc dans les pays anglophones, c'est donc la version réécrite par ce qu'on appelle des sensitivity readers, donc des relecteurs de sensibilité, qui lisent tous les manuscrits pour voir s'il ne faudrait pas expurger des termes problématiques. Bon, donc Gallimard a refusé de le faire, heureusement, et c'est vrai que c'est une des choses que je développe à la fin du livre. C'est vrai que la France a des atouts pour résister à ce phénomène. D'abord, tout simplement, dans le domaine universitaire, il y a un grand atout qui est que nous sommes des fonctionnaires payés par l'État, alors qu'aux États-Unis, les professeurs d'université sont payés par des organismes privés, donc révocable à merci. Et on a vu en effet des enseignants aux États-Unis être renvoyés tout simplement parce que des étudiants s'étaient plaints du fait qu'ils auraient tenu des propos qui n'étaient pas conformes à cette idéologie woke. Bon. Donc nous sommes protégés par notre statut, c'est déjà une grande chose. Je peux publier ce livre sans aucun risque, sinon d'être brocardé sur les ragots sociaux, mais ça m'est un petit peu égal. Et donc c'est déjà un gros atout. Mais vous mettez quand même un point d'interrogation au prudent. Titre, oui, au titre, le wokisme serait-il un totalitarisme? Conditionnel et point d'interrogation, tout simplement parce que si on avait intitulé ce livre « Le wokisme est un totalitarisme », ce qui est un peu la conclusion du livre, je pense que beaucoup de libraires ne l'auraient même pas pris, hein, tout simplement parce qu'il y a vraiment une sorte de guerre culturelle autour du wokisme. Pour la raison suivante, qui est qu'aux États-Unis, ce mouvement woke a trouvé des contestations et des critiques très fortes à l'extrême droite, et notamment chez les Trumpistes. C'est-à-dire que l'anti-wokisme aux États-Unis est d'extrême droite. Bon, ce qui fait que ici en France, on a tendance à considérer que toute personne qui critique le wokisme est forcément un fasciste, un membre du RN, etc. Ce qui est absolument faux, et c'est ce que j'essaye d'argumenter dans le livre. L'anti-wokisme peut parfaitement reposer sur des valeurs de gauche et repose aussi sur des valeurs qui ne sont pas seulement de gauche, mais qui sont des valeurs qui appartiennent à la culture politique française, qui sont les valeurs d'universalisme, de rationalité, de laïcité et de liberté d'expression. Or, ce sont ces 4 valeurs fondamentales que le wokisme transgresse systématiquement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en France, nous sommes particulièrement équipés, ne serait-ce que par notre attachement à l'universalisme républicain, nous sommes bien équipés pour résister au wokisme, non pas parce que nous serions de droite et opposés à toute forme de progressisme, mais parce que nous sommes attachés à une forme d'universalisme républicain, laïque, qui est vraiment un bouclier contre le wokisme. Alors vous dites à un moment, si je ne me trompe pas, que en France, ça n'est pas très net s'il faut assimiler le wokisme à la gauche ou à la droite. Et j'ai pourtant l'impression quand même que c'est assez nettement à l'extrême gauche ou à la gauche. C'est très nettement porté par la gauche radicale. Le wokisme, c'est le mouvement chéri actuellement par l'extrême gauche et la gauche radicale. Ce que j'argumente dans le livre, c'est que la gauche radicale est loin de représenter l'ensemble de la gauche et qu'il y a aussi une gauche républicaine, social-démocrate, réformiste, qui, elle, ne se reconnaît pas dans le wokisme, tout simplement parce que, encore une fois, elle se reconnaît dans ses valeurs d'universalisme que le wokisme ne représente nullement.
et auquel même il est assez opposé, Oui, c'est ça. Comme ils adhèrent aussi à du communautarisme exactement. que la gauche ne peut pas approuver. Absolument. Le wokisme étant né aux États-Unis, il est très fortement marqué par la culture politique américaine, qui est une culture communautariste, qui considère que les individus peuvent être considérés en tant qu'ils appartiennent à des communautés, et que en tant qu'ils appartiennent à des communautés, ils ont des droits, que ce soit des communautés de race, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, etc. Bon, et c'est cette appartenance communautaire qui leur confère leur statut. Cette conception communautariste ou, comme on dit parfois, multiculturaliste, est totalement opposée à l'universalisme républicain qu'incarne la France, à savoir l'idée que les individus n'ont de droit qu'en tant que membres de la collectivité nationale, donc comme citoyens, et que l'appartenance à une quelconque communauté, même si elle est factuelle, même si elle existe, ne leur confère aucun droit. Et donc nous avons une culture politique qui nous donne des arguments pour résister au wokisme. Alors, on va parler des conducteurs, des bons conducteurs de wokisme, à la fois dans les médias, dans les milieux intellectuels, mais on reste encore au constat, parce que vous êtes une excellente observatrice, et que votre livre aide surtout à voir clair dans cette nébuleuse wokiste. Vous avez l'air d'agréger le phénomène MeToo avec le wokisme. Est-ce que ça appartient vraiment au même registre? Alors non, au départ. Et c'est ça la grande difficulté pour comprendre ce phénomène, c'est qu'au départ, on a des causes qui sont parfaitement légitimes, mais qui simplement vont être systématisées, dévoyées et utilisées de façon inacceptable. MeToo, au départ, est un mouvement tout à fait appréciable et important qui a permis de libérer la parole sur un certain nombre de discriminations envers les femmes. Bon. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça a été très positif. Simplement, ce mouvement a été utilisé, pris en charge par des mentalités qui sont des mentalités à la fois de victimisation et de culpabilisation systématique, qui consistent à considérer que toutes les femmes seraient par définition des victimes et que tous les hommes seraient par définition des coupables. Et ça, c'est un glissement totalement inacceptable, d'abord parce qu'il est sexiste, hein, il consiste à traiter les gens en fonction de leur appartenance à un sexe, c'est-à-dire c'est quelque chose à quoi ils ne peuvent rien, et parce qu'il est totalement caricatural, ça n'a aucun sens de dire ça. Bon, et ça c'est vraiment le dévoiement wokiste d'une cause qui au départ est une cause légitime. Alors, autre dévoiement possible, je ne sais pas s'il y a dévoiement, je vous pose la question, ce qu'on a appelé les gender studies et la théorie du genre, qui estime que la différence des sexes n'est pas une donnée de la nature, mais une construction sociale. Est-ce que ça appartient, ça entre dans la catégorie du wokisme? Ça a été également pris en charge par une mentalité qui est une mentalité woke. Au départ, disons qu'on a des philosophes qui ont découvert la Lune, c'est-à-dire qui ont découvert qu'il y avait une part de socialité ou de sociabilité dans nos catégories mentales, dans nos conceptions du monde, etc., et notamment dans la différence des sexes, ce qui pour un sociologue est une évidence. Mais bon, il y a des philosophes qui découvrent encore la Lune. Donc ils ont découvert la notion de construction sociale. Le problème, c'est qu'ils en ont fait une sorte de slogan, ils l'ont systématisé jusqu'à la caricature, jusqu'au point de considérer que la différence des sexes n'aurait aucun fondement biologique, qu'elle ne serait qu'une question de ressenti et de perception de ce que l'on est, qu'il suffirait de se dire je suis un homme pour être un homme ou une femme pour être une femme, et on en arrive au délire aujourd'hui qui sont quand même largement portés par des mouvements soit de ce qu'on appelle donc encore une fois la théorie du genre, hein, l'idée que le genre, c'est-à-dire le ressenti de son appartenance de sexe prime sur le sexe au sens biologique, et même non seulement prime, mais il n'y a que ça qui doit être pris en considération. Et ça aboutit aussi à des excès de ce qu'on appelle aujourd'hui le transactivisme, c'est-à-dire ce courant qui fait du prosélytisme pour le changement de sexe. Hein. Bon, voilà. Et avec l'idée qu'il suffirait de quelques petites injections d'hormones pour pouvoir changer de sexe sans que ça pose aucun problème. Bon, voilà.
Alors, Nathalie Hennig, il y a une version aussi pro-islamiste du wokisme actuel, et là, c'est toute la communauté musulmane qui se trouve instrumentalisée, qui se trouve victimisée. Vous donnez, pour exemple, les livres de Ouria Boutelja, publiés en 2016 à la Fabrique, éditeur de la gauche radicale. Là, on est vraiment dans l'islamo-gauchisme et on flirte avec l'antisémitisme. Ah bah oui, bah le livre s'intitule Les Blancs, les Juifs et nous, hein, ça en dit long. Bon, donc là, on a en effet un phénomène que l'on a nommé l'islamo-gauchisme, hein, qui consiste à considérer que les musulmans seraient aujourd'hui les nouveaux prolétaires et que donc il faut absolument les soutenir quoi qu'il arrive. Ce sont les nouvelles minorités dominées et que toute forme de mise en cause de quoi que ce soit qui ait rapport avec l'islam serait forcément une forme de racisme ou de xénophobie ou de rejet anti-musulman. Bon. Et donc, ça aboutit à cette idée absurde qu'il faudrait s'abstenir de condamner l'islamisme au motif que ça pourrait porter préjudice à l'ensemble des musulmans, ce qui est une forme d'amalgame tout à fait inacceptable. Et ça aboutit donc à cette forme de déni qui fait que le mot islamisme n'apparaît pas s'agissant de l'assassinat de Samuel Paty, s'agissant des attentats au Bataclan, etc. Il y a une sorte de déni de la dimension religieuse islamiste, et je ne dis pas islamique, hein, il ne s'agit pas de l'islam en tant que religion, il s'agit de l'islamisme en tant que mouvement politique qui essaye d'imposer au monde entier, et en tout cas à la société française pour ce qui nous concerne, une conception religieuse de la loi, hein, et l'idée que la loi religieuse serait supérieure à la loi civile. Bon, c'est ça l'islamisme, et le wokisme se refuse à condamner l'islamisme tout simplement parce que, encore une fois, au nom de la défense des minorités dominées, il faudrait s'abstenir de quoi que ce soit qui risquerait d'ajouter à des discriminations envers une minorité. Un mot de l'écriture inclusive, dont une circulaire de Jean-Michel Blanquer a proscrit l'usage à l'école. Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, qui s'est beaucoup investi dans cette... Il a fait un colloque sur le wokisme auquel vous étiez peut-être invité. Absolument, oui, nous avons co-organisé ce colloque et j'y ai participé. Et donc, Jean-Michel Blanquer l'a ouvert, c'était en janvier 2022 à la Sorbonne. Alors, il a beaucoup donné dans ce domaine et il s'est beaucoup investi. En revanche, est-ce que son successeur, Pap Ndiaye, vous paraît être sur la même ligne? Pas vraiment, pas vraiment. Alors, je ne veux pas faire de procès à Pap Ndiaye tant qu'il n'aura pas pris de mesures vraiment problématiques, mais c'est vrai que son séjour aux États-Unis l'a un peu converti à une forme de mentalité, disons, de communautarisme américain ou de multiculturalisme qui s'apparente beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui avec le wokisme, et que, voilà, a priori, on craint un petit peu qu'il ne soit pas le plus fervent défenseur de l'universalisme républicain et de la laïcité, mais on le laisse faire ses armes et on espère qu'il va exercer dignement sa fonction. Alors on verra bien, effectivement, c'est une question. Vous constatez en tout cas qu'aujourd'hui, l'emprise de l'idéologie wokiste dans les amphis, dans les salles de cours et dans les colloques est là. Quand vous dites que le wokisme est une idéologie, qu'est-ce que ça entraîne? Alors, c'est pire qu'une idéologie. C'est ce que j'appelle un idéologisme, c'est-à-dire l'idée qu'il serait normal de considérer que la défense d'une idéologie doit primer sur la science, sur le savoir, sur la connaissance objective. Et ça, c'est le problème qui se pose aujourd'hui à l'université et qui me préoccupe particulièrement, puisque on a aujourd'hui toute une génération de jeunes, puisque le wokisme touche quand même d'abord la jeune génération, Absolument. Qui estime légitime de transformer les amphis en meetings politiques, qui estime légitime de se contenter de dénoncer des slogans plutôt que d'essayer de comprendre des concepts, et pour qui la juste lutte contre les discriminations fait office d'enseignement scientifique. Bon. Vous dénoncez d'ailleurs la confusion de la recherche scientifique et du militantisme. Vous citez Jacques Julliard, bonne pioche,
et excellente analyse de tout ça. La confusion de la science et du militantisme politique n'est pas seulement un crime contre les droits de l'homme, c'est un recul de la civilisation. C'est ce que M. Macron pourrait appeler aujourd'hui, puisqu'il a lâché le concept... un processus de décivilisation. Oui, ben pourquoi? Parce que toute notre culture est issue de la culture des Lumières, qui est une culture de la rationalité, du respect de la connaissance, du savoir, de la science. Et le wokisme est une régression par rapport à cette culture des Lumières, puisqu'encore une fois, il préfère mettre en avant des causes politiques, et quelle que soit leur légitimité, ça n'est pas la question, mais dans le domaine universitaire, dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, il me semble que ces causes n'ont pas leur place, tout simplement parce que l'enseignement et la recherche sont faits pour la production et la transmission du savoir, et non pas pour défendre des causes politiques. Alors, on a dit tout à l'heure que le mouvement wokiste nous vient d'Amérique, mais en fait, on peut dire qu'il nous revient d'une certaine manière, puisque, vous le rappelez aussi, à l'origine, c'est ce qu'on appelait la French Theory. Est-ce que vous faites une différence entre les tenants de cette French Theory inculquée aux États-Unis, Bourdieu, Foucault, Derrida, tout ça, ça mange dans la même cantine? Non, ou est-ce que vous faites des distinctions? Alors, oui, il faut faire des distinctions, parce que disons que les grands auteurs structuralistes des années 60, alors bon, il y avait Lacan, Derrida, Foucault, puis Lyotard, Bourdieu, d'autres, etc., ont entrepris, disons, de relativiser l'objectivité des connaissances. Pour aller vite, bon, montrer qu'il y a des dimensions sociales dans la construction du savoir, bon, ce qui en soi peut être tout à fait légitime, mais évidemment, une fois systématisée, cette conception finit par aboutir à l'idée que la notion de vérité n'aurait aucun sens, qu'il n'y aurait pas de vérité objective, que tout serait discours, que tout serait possiblement interprétable, etc. Bon. Et ça, c'est la traduction américaine inculquée dans les années 80 dans les départements de littérature, la traduction américaine, voilà, la traduction américaine de ce que les anglo-saxons ont appelé la French Theory, la théorie française, mais sauf que on le dit en anglais, ce qui veut bien dire que c'est une forme d'adaptation tout à fait spéciale. À l'époque, le wokisme n'existait pas encore, mais ce que le wokisme a en commun avec cette réinterprétation des grands auteurs français, c'est encore une fois cette idée que le savoir peut être relativisé et qu'il peut être soumis, subordonné à des impératifs qui ne sont pas des impératifs de connaissance, mais des impératifs politiques. Alors, on va marquer une pause et puis nous reviendrons avec Nathalie Hennig et on va parler des manifestations du wokisme. Le 4 quarts politique de la semaine, numéro spécial cette semaine consacré aux ravages du wokisme avec Nathalie Hennig qui vient de publier un livre, Le wokisme serait-il un totalitarisme, chez Albin Michel. Alors on va reprendre et on va entrer un peu dans les détails avec vous des manifestations du wokisme. Il y a tous les phénomènes que vous rattachez à la cancel culture, les annulations de conférences, les déboulonnages de statues, les boycotts de représentations de spectacles, notamment les spectacles où il y a des maquillages noirs d'acteurs blancs. Et vous rappelez d'ailleurs quelque chose qui est assez ahurissant, c'est une poétesse dont on a... voilà, la traductrice pressentie pour traduire en néerlandais un texte de la poétesse noire Amanda Gorman a été accusée d'être illégitime
au motif qu'elle était blanche. C'est-à-dire qu'un noir ne peut pas traduire un blanc, et Et vice-versa. vice-versa. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la lutte contre l'appropriation culturelle. Ça consiste à affirmer que seuls des membres d'une soi-disant communauté pourraient parler de cette communauté ou d'autres membres de cette communauté, et donc qu'un blanc n'aurait pas le droit de parler des noirs, etc. Bon, ce qui est vraiment la caricature de la conception communautariste et qui est totalement antinomique de la notion même de culture. La culture est faite de métissage, est faite d'emprunt, est faite d'hommage aussi. Et donc là, on voit vraiment les extrêmes auxquels aboutit ce qu'on appelle la cancel culture. Et c'est pas pour rien si tous ces termes sont en anglais, parce que tout ça nous vient, encore une fois, des États-Unis, du Canada et un peu de Grande-Bretagne. Donc cette cancel culture qui estime légitime que l'on interdise d'expression ceux qui ne pensent pas comme nous ou ceux qui sont censés ne pas bien penser. Bon, alors c'est là encore très très contradictoire avec la culture française de la liberté d'expression. Comme vous le savez, la liberté d'expression est la règle de base, sauf qu'en France, elle est encadrée par des lois qui répriment l'incitation à la haine raciale, l'insulte, la diffamation, etc. Bon. Aux États-Unis, qui sont marqués par une culture très libertaire, où toute forme de mainmise de l'État est considérée a priori comme problématique, aux États-Unis, donc, la Constitution interdit que l'État prenne des lois contraires à la liberté d'expression. Ce qui veut dire que lorsque des citoyens estiment qu'un discours est inacceptable, ils n'ont d'autre solution que de l'empêcher physiquement, par la menace, par la force, alors parce qu'ils ne peuvent pas l'empêcher juridiquement. Et on assiste donc à des mobilisations énormes de citoyens qui... Et on déboulonne à tout va. On déboulonne et on interdit. En 2022, c'est un exemple que j'ai déjà donné à cette antenne parce que je le trouve tellement ahurissant. À l'école des Beaux-Arts de Marseille, on a boycotté la projection du Mépris de Godard à cause de la scène où Brigitte Bardot dit « Tu les as mes fesses », etc. On ne sait pas d'ailleurs si c'est ce que dit Brigitte Bardot ou si c'est la réponse de Michel Piccoli qui dit oui à chaque question, tu les aimes mes jambes, oui, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on boycotte ce film? Là aussi, ça fait partie des dévoiements caricaturaux de ce courant woke, là sous la forme de ce qu'on appelle le néo-féminisme, puisque les femmes étant considérées dans cette conception comme une minorité dominée, forcément discriminée, forcément victime de sexisme, forcément exploitée, aliénée, etc., toute forme de réduction d'une femme ou de supposée réduction d'une femme à son corps serait une forme d'insulte, serait une discrimination, serait une manifestation de sexisme. Et donc, on pourrait s'autoriser à l'interdire. Alors, d'une part, c'est d'un puritanisme terrible, puisqu'on voit bien d'ailleurs le lien entre le puritanisme protestant dont je parlais au début de l'émission et ses conséquences sur un féminisme devenu totalement puritain. Et puis, par ailleurs, c'est un mépris total de la liberté d'expression et de la liberté de création. Et donc, la culture devient la victime, à son tour, de cette mainmise d'une idéologie woke sur les productions cinématographiques, littéraires, artistiques, etc. Et là, en l'occurrence, ils ont eu gain de cause, c'est-à-dire la projection a été annulée. Je ne sais pas, j'étais pas dans la salle. En tout cas, ça a été demandé. Et on voit bien là la contiguïté, on en parlait tout à l'heure, entre le wokisme et une certaine forme de culture de droite, puisque même si le wokisme est assimilé à l'extrême gauche ou à la gauche radicale, dans ses dévoiements les plus caricaturaux, les plus spectaculaires, il frise avec des réflexes qui sont traditionnellement des réflexes de la droite, c'est-à-dire des réflexes de censure puritaine. Vous parlez, Gilles Kepel parle, lui, d'islamisme d'atmosphère, et vous reprenez l'expression, vous dites à propos du wokisme que c'est un totalitarisme d'atmosphère.
vous ne poussez pas un peu loin, là? Non, je ne pousse pas loin parce que ça évite évidemment de considérer que dans le mot totalitarisme, je confondrais le wokisme avec un régime totalitaire, ce qui est évidemment totalement absurde. Nous sommes heureusement pas sous un régime woke, mais il s'agit donc pas d'un régime au sens politique, il s'agit d'une mentalité. Les régimes totalitaires n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas des mentalités totalitaires partagées par un certain nombre d'individus qui acceptent ce qu'imposent les régimes totalitaires, à savoir la censure, hein, ça on l'a vu, à savoir la soumission de la science à l'idéologie, et également, et c'est par ça que je commence le livre, l'assignation obligée des individus à des communautés de référence dont ils ne peuvent pas sortir. Alors, sous le stalinisme, on jugeait les gens en fonction du fait qu'ils étaient d'origine bourgeoise, ou sous le maoïsme, hein, et du coup, ils étaient stigmatisés et éventuellement envoyés au goulag. Bon, là, il suffit d'être un homme blanc pour être considéré comme un exploiteur, comme un méchant, etc. C'est exactement les mêmes mécanismes mentaux. Hein. Ça, alors, encore une fois, c'est pas un régime politique, mais on est dans une atmosphère qui fait régner cette mentalité de surveillance, de censure, d'autocensure. J'ai énormément de collègues qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont d'accord avec moi, mais qui peuvent pas le dire publiquement parce que sinon ils y risquent leur carrière. Il y a vraiment une atmosphère quasi stalinienne aujourd'hui, hein, en tout cas à l'université, qui est Vous très avez été inquiétante. soumise vous-même à des pressions? Alors moi j'ai été victime notamment d'un charivari, c'est-à-dire je devais faire une conférence dans un centre en province et j'ai été accueillie par une vingtaine de jeunes surexcités qui se sont mis à hurler, à taper des pieds, etc. Dès que je prenais la parole pour m'empêcher de parler, donc physiquement m'empêcher de parler, au motif que je serais islamophobe, homophobe, transphobe, enfin des délires qu'ils ont dû lire sur les ragots sociaux. Bon, et il a fallu appeler la police quand même pour que je puisse tenir ma conférence. C'était une conférence intitulée "L'écriture inclusive, ennemie du féminisme universaliste". Dans ma conférence annonçait la couleur, je suis féministe et ennemie de l'écriture inclusive que je préfère appeler l'écriture excluante. Il a suffi de cela pour que une vingtaine de jeunes essayent de m'empêcher de parler, tout simplement. Ils se sont fait traiter de fascistes par un certain nombre de membres de l'assistance, mais ça ne semblait pas les inquiéter plus que ça. Vous avez eu plus de chance que Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter. Il y a eu pas mal de mes collègues, Éric Marty, Sylviane Gazinski. voilà, Caroline Eliachev, Céline Masson. Enfin, on peut commencer à aligner un certain nombre de noms d'universitaires qui ont été physiquement empêchés de parler dans un contexte universitaire. Alors, par ailleurs, j'ai aussi, alors c'est plus amusant, mais j'ai été sommée de m'excuser dans un collectif de sociologues, un collectif international, parce que j'avais osé parler de tsunami woke. Et alors, un membre du collectif, une dame, a dit qu'elle avait été profondément blessée par ces mots et qu'il fallait absolument que je m'excuse. On aurait dit, vous savez, les procès staliniens où il fallait faire son autocritique. Bon. Et ça, c'est cette idée de la sensibilité blessée qui fait la loi sur des collectifs est aussi typique de la mentalité woke. Alors, vous n'êtes pas impressionnée pour autant, vous êtes même assez combative, Nathalie Hennig. Vous dites d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls, de plus en plus de voix s'élèvent dans le monde occidental pour combattre ce qui doit l'être, et vous terminez, la bêtise ne passera pas. Là, c'est carrément... Vous êtes sûr de vous-même? Alors, j'espère qu'elle ne passera pas. Vous êtes sûr que la bêtise ne passera pas? Alors, vous savez que les slogans sont faits non pas pour dire la réalité, mais pour dire ce qu'on souhaite que sera la réalité. Et donc, j'espère que la bêtise ne passera pas. Je n'en suis pas certaine. Mais c'était important pour moi de parler de bêtise, parce que dans ce courant woke, il y a quand même énormément de stupidité qui circule, d'exagération, de radicalité absurde. L'idée, par exemple, que l'État français serait raciste, hein, qu'il y aurait un racisme d'État, ce qui est une absurdité totale. L'idée que la cause des femmes n'aurait fait aucun progrès depuis 3 ou 4 générations, ce qui est délirant. Enfin, les woke n'hésitent jamais à énoncer des contre-vérités qui sont vraiment des absurdités. Donc il y a une forme de bêtise. Et d'ailleurs, je cite en exergue du livre une très jolie phrase d'Albert Camus qui disait « La bêtise insiste toujours ». Oui, c'est très joli. Oui. Et elle insiste lourdement en ce moment.
Elle insiste lourdement. Vous mettriez ça aussi, la sortie de Madame Justine Ariette sur l'État dominateur et le fait qu'on touche la retraite à 64 ans, naturellement, comme si c'était l'abomination de la désolation. Et ça a frappé beaucoup de gens. Le fait de ne pas intervenir sur... Il y a quand même des causes aujourd'hui qui méritent qu'on ait du courage. Alors, l'Ukraine, la Turquie, l'Iran. Vous avez raison, c'est un des grands problèmes avec le wokisme, c'est qu'il se focalise sur des causes totalement dérisoire, me semble-t-il, en oubliant des causes beaucoup plus fondamentales. Ce que vous venez de dénoncer, le combat des femmes en Iran pour ne pas porter le foulard est un combat fondamental. Quand on voit qu'aujourd'hui des féministes françaises se battent pour que soit autorisé le foulard islamique à l'école, c'est le monde à l'envers. Et donc on a des causes absolument dérisoires. On a des étudiants qui font la grève pour exiger que les toilettes soient dégenrées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas hommes et femmes en panneaux sur les portes des toilettes, parce qu'ils estiment que cette distinction entre hommes et femmes est une insulte faite... Ça vient directement des États-Unis. Absolument, absolument. Donc on voit le contraste entre le caractère dérisoire de la plupart des causes woke et l'importance des combats qu'il faudrait mener, les vrais combats. Le sous-titre du livre dit « L'enfer woke est pavé de bonnes intentions ». Quelles sont les bonnes intentions du wokisme? Alors, ce sont des bonnes intentions, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des intentions de lutte contre les discriminations. De lutte contre le sexisme, de lutte contre le racisme, de lutte contre l'homophobie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Le problème, c'est que ces intentions sont portées par des méthodes inacceptables et par des discours tellement systématiques et tellement déconnectés de la réalité qu'ils en deviennent délirants et que en plus ils se délirent, essayent de s'imposer à l'ensemble de la société. On a récemment eu l'exemple à l'école alsacienne de formation confiée à des associations de transactivistes radicaux qui, sous prétexte d'enseigner aux enfants la tolérance, le refus des discriminations, l'ouverture aux minorités, etc., ont fini par faire du prosélytisme pour le changement de sexe auprès d'enfants de quatrième. Ça a fait quand même ça a créé un certain problème, d'autant que dans cette classe étaient les enfants du ministre de l'Éducation nationale. Donc voilà. Donc on voit... On dit qu'il les a déplacés depuis, Je ne sais pas. En tout cas, on voit un certain nombre d'excès qui, encore une fois, sont commis au départ au nom de causes parfaitement légitimes, mais aboutissent à des délires et à des choses totalement inacceptables. Et c'est ça qui rend la question du wokisme si compliquée, c'est qu'avec la plus grande bonne foi, certains peuvent soutenir ce mouvement woke parce qu'ils estiment que c'est un mouvement progressiste qui a raison de lutter contre les discriminations. Ils ne voient pas, parce que souvent ils ne sont pas là où les choses se font, ils ne voient pas les excès extrêmement problématiques que cela entraîne. En France, Nathalie Hennig, quels sont les conducteurs de la culture woke? Quels sont les médias ou les intellectuels qu'on peut associer à ce courant? Alors, il y a un certain nombre d'intellectuels dont je ne donnerai pas les noms parce que j'ai pas envie de leur faire de la publicité, qui ne sont en général, qui sont rarement des grands intellectuels. Il faut dire que compte tenu de la médiocrité de la pensée woke, ce sont rarement les plus brillants qui l'illustrent. Et c'est d'ailleurs un refuge pour des gens plutôt médiocres qui trouvent, grâce à ce courant, des postes, des positions dans la presse, etc. Disons que les médias de la gauche radicale, que ce soit Mediapart ou malheureusement une partie de Libération, il y a quand même de plus en plus de journaux qui sont et de médias qui sont soit par peur de ne pas être dans le bon courant, par peur d'être assimilé à la droite, par peur de perdre son poste, par intimidation, ou quelquefois même par conviction, ou par volonté de suivre la mode. Il y a toutes sortes de raisons plus ou moins bonnes de suivre le courant, mais disons que beaucoup de médias sont de plus en plus atteints par cette forme d'épidémie.
Des partis politiques aussi, vous diriez que LFI LFI, oui, LFI, mais malheureusement, est les porteuse écologistes sont en de train de wokisme. se tirer une balle dans le pied, puisque ils ont, pour beaucoup d'entre eux, investi la cause woke. Sandrine Rousseau en est un exemple tout à fait caricatural. On voit bien ce que ça donne. On vient de voir qu'en Espagne, la gauche a perdu lamentablement aux élections, et c'est cette gauche qui a eu un discours et des prises de position et des mesures qui vont totalement dans le sens du wokisme, sur la théorie du genre, sur la transidentité, etc. Et ça n'est pas un hasard si une grande partie des classes populaires, du coup, n'ont pas voté pour eux. Le wokisme, soutenu par la gauche radicale, est un boulevard ouvert à l'extrême droite et au Rassemblement national. Parce que trop de gens ne peuvent pas se reconnaître dans ce discours et préfèrent voter à l'extrême droite plutôt que de continuer à voter à l'extrême gauche, malheureusement. Dans le prolongement de ces bons ou mauvais conducteurs du wokisme, est-ce qu'on peut dire que les phénomènes de foule, la foule est porteuse du meilleur et du pire, mais on voit aussi parfois des haines de foule. Alors Et oui. les réseaux sociaux, Exactement. est-ce que c'est particulièrement poreux Oui. Au courant wokiste? Oui, alors c'est très important, vous avez raison. Ce que je préfère appeler les ragots sociaux sont un conducteur formidable du wokisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'entraînement du fait que les algorithmes nous enferment dans des bulles cognitives, hein, où on est toujours confronté à des gens qui pensent comme nous. Donc ça donne le sentiment que tout le monde pense la même chose. Donc ça incite à imposer une conception du monde que l'on estime être totalement légitime. Et puis ça favorise aussi les prises de position les plus radicales, les plus extrêmes, les plus disruptives, qui finissent par impressionner les esprits faibles. Et c'est comme ça que les ragots sociaux sont un grand conducteur du wokisme, c'est certain. Comment ça se passe dans les autres pays européens? Est-ce que on manifeste chez nos voisins italiens, allemands, comment dire, danois, est-ce qu'on manifeste le même type de résistance française? Alors, je ne suis malheureusement pas assez informée sur la question, mais je dois dire d'abord que même aux États-Unis, il y a une énorme résistance qui est en train d'émerger, notamment de la part des chercheurs en sciences dures, mathématiques, physique, biologie, chimie, etc., qui ne supportent plus de devoir remplir des attestations disant que leur recherche va favoriser l'égalité entre hommes et femmes. Quand vous êtes chimiste ou biologiste, ça n'a aucun sens. Bon, et qui ne supportent plus que l'on préférer donner un poste à un noir ou à une femme au motif qu'il serait issu de minorités dominées, plutôt que de le donner à un homme blanc, même s'il est plus diplômé et même s'il a un dossier bien meilleur du point de vue scientifique. C'est-à-dire que le critère du mérite, qui est un critère fondamental pour la science et pour la culture, est complètement piétiné par la conception woke, puisqu'il est remplacé par le critère de l'appartenance à une communauté discriminée. Donc il y a une très forte résistance qui commence à émerger aux États-Unis avec des sites anti-woke, bon, ce qui est très méritoire parce que eux, ils y risquent leur poste, hein, contrairement à nous. Et dans les pays européens, je ne suis pas très informée, mais je dois dire qu'en Espagne, est paru récemment un livre d'un journaliste qui s'appelle Daniel Bernabé, qui est un journaliste de Podemos, hein, vraiment de gauche, mais qui est un manifeste anti-woke. Et donc ça m'a fait énormément plaisir de voir que là aussi il y a un réveil et que même des gens issus d'une gauche très, très de gauche sont capables de comprendre que le wokisme va à l'encontre des valeurs de la gauche. Le combat, tout n'est pas perdu, le combat reste possible, Nathalie Hennig? Je le crois, en tout cas il faut le croire, parce que si on ne combat pas, on est perdu. Donc il faut combattre. C'est le sens de votre titre, en tout cas de votre point d'interrogation. Le wokisme serait-il un totalitarisme? Avec ce bandeau, l'enfer woke est pavé de bonnes intentions. Merci Nathalie Hennig, c'était le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche matin. Bon dimanche à tous.